pour résoudre le problème du taquin. Donc là, l'approche de résolution, elle est complètement différente. Pourquoi? Parce que dans la résolution avec les méthodes aveugles ou bien heuristiques, on utilise ce qu'on appelle l'approche des étapes. C'est-à-dire qu'on va construire la solution au fur et à mesure. Il se peut qu'on n'ait pas le temps d'arriver à trouver une solution au problème, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état final, à cause de la complexité spatiale et temporelle de notre algorithme. On l'a vu avec les algorithmes largeur d'abord et profondeur d'abord, où je pense que maintenant la plupart ont au moins pu exécuter ces deux méthodes sur leur machine et ils ont vu remarquer à quel point ça prend du temps. Bien sûr, pas dans tous les cas. Pourquoi? Parce que on a toujours ce facteur de dépendance de l'état initial. Donc, ça dépendra toujours de l'état initial. Si l'état initial il est assez proche du but ou pas. Maintenant, si on veut s'intéresser dans un premier temps à la résolution du taquin par les algorithmes génétiques, voilà comment ça va se passer. Alors, tout d'abord, on va passer de ce qu'on a connu comme espace des états vers l'espace des solutions. Ça, c'est très important à comprendre pour pouvoir bien implémenter les méta-heuristiques. Donc, les méthodes heuristiques, elles découlent d'une approche basée sur l'espace des états. Donc, un état du problème à un moment donné, un état, ça ne représente pas forcément un état final. D'accord? C'est-à-dire, le problème, il est dans un certain état et on n'a pas encore terminé ou fini de le résoudre. Par exemple, pour le taquin, ça peut être une configuration durant laquelle le taquin n'est pas encore résolu. Alors que les méta-heuristiques découlent d'une approche basée sur l'espace des solutions. Par conséquent, dans les méta-heuristiques, il faut considérer des solutions et leur évolution vers d'autres qui sont meilleures. Dans l'approche espace des états, on prenait l'état initial et on commençait à appliquer certains opérateurs, c'est ce qu'on appelait des opérateurs. Dans le taquin, c'était soit de déplacer le vide ou bien le zéro à gauche, à droite, en haut ou en bas. Dans les méta-heuristiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une solution, on va générer des solutions de manière aléatoire et on va essayer de les faire évoluer vers des solutions qui sont meilleures. Donc là, on n'est plus dans la phase de construction de la solution. Là, on démarre directement par l'espace des solutions. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que justement, les méta-heuristiques, elles sont appliquées ou bien elles sont implémentées dans le cas de problèmes où justement l'espace des solutions il est très grand. Donc on sait que si on résout le problème en utilisant l'approche espace des états, on ne va pas avoir le temps de parcourir toutes les solutions pour pouvoir décider quelle est la solution qui est optimale ou bien qui satisfait l'état final. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe vers l'approche solution, espace des solutions. Alors, petite remarque, pour le taquin, une solution, c'est quoi? Je crois qu'on en a parlé déjà dans le tout premier TP, est une séquence de mouvements codée comme une suite d'opérateurs left, right, up and down. N'est-ce pas? Donc, pour nous, dans le taquin, si vous vous souvenez, la solution, pardon, la solution, c'est pas de construire la solution. La solution, c'est quels sont les mouvements ou bien les opérateurs, si on veut parler de manière générale, les opérateurs qui vont me permettre de passer de l'état initial vers un état final. C'est ça la solution. Donc, si on veut passer vers l'approche espace des solutions bien méta-heuristique, vous allez désormais considérer des solutions. Et une solution pour vous, ça va être
une séquence de mouvements qui sera codée, bien sûr, comme une suite d'opérateurs left, right, up and down. C'est bon? Ça, c'est pour faire la transition entre les deux parties du projet et les deux méthodes de résolution différentes. Alors, si on veut s'intéresser aux algorithmes génétiques, donc ça, bon, je présume que la plupart d'entre vous vont commencer par implémenter les algorithmes génétiques, puisque c'est ce que vous avez fait en cours. Donc, pour la partie 2, vous allez sûrement commencer par ça. C'est pour ça qu'on en parle dans ce TV. Pour les algorithmes génétiques, ce sont des algorithmes d'optimisation qui sont capables de résoudre des problèmes en s'appuyant sur des techniques dérivées de la génétique et des mécanismes d'évolution de la nature. Donc, nous avons ces mécanismes-là, c'est quoi? C'est le croisement, la mutation, la sélection, etc. Ils appartiennent à ce qu'on appelle la classe des algorithmes évolutionnaires. C'est-à-dire que, pourquoi on les appelle évolutionnaires? Parce que la solution, elle va évoluer dans le temps. Le but, c'est quoi? C'est d'obtenir une solution approchée à un problème d'optimisation. Donc là, on veut obtenir une solution qui est approchée lorsqu'il n'existe pas de méthode exacte ou que la solution est inconnue. Donc, il y a certains problèmes où la solution, elle est inconnue, c'est-à-dire que je ne sais pas où se trouve la solution, je n'ai pas d'informations. Par exemple, pour nous, on connaît l'état final, n'est-ce pas? Je sais, voilà l'état initial, voilà l'état final. Dans certaines solutions, je ne connais pas justement cet état final. Pour le résoudre en un temps raisonnable. Donc là, quand on dit « il n'existe pas de méthode exacte », ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas de méthode exacte pour résoudre justement ce problème-là en un temps raisonnable, comme vous avez pu le voir avec vos programmes. Maintenant, certains concepts ou certains mots-clés ou définitions à connaître absolument quand on travaille avec les algorithmes génétiques. Tout d'abord, nous avons la notion d'individu. Un individu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi chromosome, d'accord? Un chromosome qui va représenter une solution au problème dans l'espace de toutes les solutions. Donc, on est passé de l'espace des états vers l'espace des solutions, d'accord? L'espace des états, il est représenté par les différents états du taquin, d'accord, par différentes configurations. L'espace des solutions, il est représenté par différentes séquences de mouvements. Ok, puisque pour nous, une solution, c'est une séquence de mouvements. Donc, désormais, quand vous allez implémenter l'algorithme génétique, vous allez avoir plusieurs individus. D'accord? Chaque individu, il est aussi appelé chromosome. Donc, si on se place dans le contexte des algorithmes génétiques, et chaque chromosome va représenter une solution, donc une séquence de mouvements pour votre problème du taquin. Bien sûr, on a aussi la notion de population. Donc, une population, c'est très simple. C'est juste un ensemble fini d'individus. D'accord? Donc, vous avez des individus et comment on appelle tous les individus? On les appelle population, tout simplement. Bien sûr, quand on dit un ensemble fini, bien sûr, il doit être fini d'individus. Donc, c'est un sous-ensemble de l'espace des solutions, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'espace des solutions qui représente toutes les solutions possibles à mon problème du taquin. Donc, toutes les séquences de mouvements possibles. Certaines séquences, c'est des solutions, certaines ne le sont pas. D'accord? C'est ce qu'on veut dire par espace des solutions. Bien sûr, quand on prend une population où chaque individu, il représente une solution, ça veut dire que cette population, c'est un sous-ensemble, un petit sous-ensemble de l'espace des solutions. Maintenant, pour ce qui est de la fonction fitness, c'est une fonction très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va me permettre d'évaluer ma solution. Bon, cette notion de fonction fitness, on l'a déjà vue
avec les approches non informées ou bien heuristiques, donc aveugles ou bien à étoile, où on va, si vous voulez, tester. Est-ce que vous allez tester, est-ce que cet état, c'est un état but, n'est-ce pas? Donc, il y a cette notion d'évaluation de l'état. Là, on est dans le cas de l'évaluation d'une solution. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va évaluer la solution dans le sens où elle va me dire, elle va pas me dire est-ce que c'est une solution ou pas. Ça, c'est-à-dire sa réponse ne va pas être 0 ou 1. Ok? Elle va me dire, bien sûr, si c'était une solution, elle va me dire oui, c'est une solution. Si ce n'est pas une solution, elle va me dire voici à quel pourcentage tu te rapproches de la solution. D'accord? Puisque nous, on connaît quelle est la solution, n'est-ce pas? Donc, la solution pour nous, c'est, je veux dire, on connaît quel est l'état final. Donc, moi, quand je vais prendre un individu qui va représenter une séquence de mouvements, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette séquence de mouvements et je vais l'appliquer sur l'état initial, n'est-ce pas? Quand je vais l'appliquer sur l'état initial, je vais voir est-ce que l'état qui en résulte, c'est un état final. Si c'est un état final, ben, tout est bon, bravo, je suis tombée sur la solution optimale. C'est le cas le plus, on va dire, le plus favorable, mais qui ne se passe pas souvent, c'est un cas très rare. Mais dans le cas où cet individu, sa solution, donc la séquence de mouvements qu'il représente, elle ne m'emmène pas justement vers, elle ne me conduit pas vers l'état final. Je ne veux pas dire que non, c'est pas une bonne séquence de mouvement. Je dois l'évaluer. Donc, j'applique cette séquence de mouvement sur l'état initial. Je vois quel est l'état qui en résulte. Et si ce n'est pas un état final, je vais évaluer, par exemple, à quel point il va se rapprocher de l'état final. Parce que si vous vous souvenez, les méta-heuristiques, c'est des méthodes approchées. Donc, je vais voir est-ce que cette solution, donc cette séquence de mouvements, à quel point elle me rapproche de l'état final. Ça va se présenter comme étant souvent un pourcentage, d'accord? Donc, à 50%, à 80%, à 90%, 99%, donc ça dépendra de la solution. Mais c'est de cette manière-là qu'on va évaluer les solutions. Pourquoi? Parce que c'est important que chaque individu de la population soit évalué pour pouvoir continuer à exécuter l'algorithme. Donc, cette phase d'évaluation, elle est très importante. Donc, la phase d'écriture, si vous voulez, de la fonction d'évaluation ou ce qu'on appelle fonction fitness, elle est très importante parce qu'elle a un impact direct sur le reste des étapes ou bien des phases de l'algorithme génétique. Maintenant, l'idée des algorithmes génétiques est de simuler un processus évolutionnaire afin d'obtenir de meilleurs individus ou bien de meilleures solutions. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas quelque chose. Alors, maintenant, on va s'intéresser, puisque vous avez déjà fait ça en cours, etc., on ne va pas s'intéresser on va pas s'intéresser à l'algorithme détaillé, on va juste rappeler quelles sont les différentes étapes et on va surtout discuter de comment est-ce que vous allez appliquer l'algorithme génétique dans le contexte du TACA. Alors tout d'abord, vous avez plusieurs phases de résolution dans les algorithmes génétiques. On a souvent cette notion de nouvelle génération. Alors, initialisation, on va voir c'est quoi. L'évaluation, la sélection, le crossover et la mutation. Donc, si on devait résumer l'algorithme génétique en quelques étapes ou bien quelques phases, ce sont les phases principales. Il y en a 5. Donc, l'initialisation, pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Ça veut dire quoi, l'initialisation? Ça veut dire que vous allez générer une population initiale. Ok? Il faut bien que vous démarrez avec quelque chose. Donc,
avec quoi vous allez démarrer? Dans les algorithmes non informés ou heuristiques, donc approche aveugle, approche espace des états, on n'avait pas vraiment cette notion d'initialisation. Pourquoi? Parce qu'on commençait avec l'état initial et on appliquait des opérateurs et on sauvegardait les états résultants. Après, on choisissait quel est l'état que je vais développer ensuite, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment nécessité d'une phase d'initialisation. Mais dans les méta-heuristiques, vous retrouverez dans toutes les méthodes méta-heuristiques, bien toutes les approches méta-heuristiques, vous allez trouver cette phase d'initialisation. Pourquoi? Parce qu'on commence par quoi? On commence par des solutions. D'où est-ce que je vais ramener ces solutions? Les solutions, bien sûr, elles vont différer d'un problème à un autre. Ok? L'étape d'initialisation, si vous voulez, en général, c'est la même, mais ce que vous allez écrire dans cette étape-là, c'est pas la même chose pour tous les problèmes. Les algorithmes génétiques, bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, les méta-heuristiques, c'est des méthodes que je peux appliquer sur n'importe quel problème. Il suffit juste d'adapter ces différentes étapes à mon problème, donc au problème que je veux résoudre. Donc plus tard, si vous voulez utiliser des méta-heuristiques pour résoudre d'autres problèmes, il faudra bien sûr passer par une phase de modélisation qu'on verra en quoi elle consiste dans le cas des méta-heuristiques. Donc, après l'initialisation, donc une fois que vous avez généré votre population initiale, vous allez passer vers l'étape d'évaluation. Donc, une première évaluation qui va me permettre d'ordonner ou bien de classer les différentes solutions que j'ai générées. Donc, évaluation de chaque individu. Après l'évaluation, logiquement, on a une étape de sélection. Donc, pourquoi je les évalue? Pour pouvoir justement sélectionner quels sont les meilleurs. À base de quoi? À base de la fonction fitness. D'accord? À base de la fonction fitness. Une fois que j'ai sélectionné les individus, les meilleurs individus, si vous voulez, on va faire ce qu'on appelle le crossover ou la reproduction. C'est-à-dire en termes d'évolution, c'est-à-dire biologique, c'est la reproduction. C'est ce qu'on appelle le crossover. Alors pourquoi on fait ça? Parce que déjà dans l'étape sélection, vous allez sélectionner les meilleures solutions. C'est-à-dire que là, on se dit que si je prends deux solutions qui sont les meilleures, c'est-à-dire celles qui ont la meilleure fonction fitness, donc celles qui se rapprochent le plus de l'état final, ou bien de la solution optimale, je me dis que si je prends de tels individus et que je les utilise pour produire de nouveaux individus. C'est ça le principe de la génétique. Je prends deux gènes et je vais construire, enfin deux chromosomes et je vais construire un nouveau chromosome. Comment est-ce que ce chromosome il est construit? Le chromosome enfant, si vous voulez, il est construit à la base des chromosomes parents, donc en utilisant leurs gènes. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que il se peut que je stagne. Okay, donc je vais stagner dans ce qu'on appelle un optimum local. Donc je sélectionne toujours les meilleurs parents. J'ai de nouvelles solutions enfants. Il se peut qu'elles soient aussi bonnes que les individus parents. Il se peut qu'elles ne le soient pas. Donc ça donne pas toujours de bons résultats. Donc on introduit le processus ou bien la phase de mutation. Mutation, si vous voulez, on va changer la solution de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il se peut que après un certain nombre de générations, vous allez stagner. Vous allez stagner par exemple à 70%. Vous n'allez pas pouvoir trouver une solution qui se rapproche plus de l'état final. Donc là, vous allez vous dire que, enfin, ceux qui ont fait l'algorithme génétique, ils se sont dit que pour pouvoir
pouvoir pas résoudre ce problème et traiter, voilà, pour pouvoir traiter ce cas-là qui peut se présenter, on a le processus de mutation. Il va vous permettre de, si vous voulez, faire de la diversification. Diversification, c'est-à-dire que je ne vais pas rester dans le même voisinage, mais je vais aller explorer un autre voisinage. Un voisinage de quoi? De l'espace des solutions. Donc, je vais aller quelque part d'autre. Alors, l'initialisation de l'algorithme génétique, elle va commencer par une population initiale à partir de laquelle le processus de sélection commence. Chaque individu est une solution potentielle au problème et a un ensemble unique de caractéristiques. Donc, ce sont les gènes qui seront utilisés pour évaluer la population. Donc, vous avez une population, d'accord? Par exemple, voici notre population. Chaque population, elle est construite, elle est composée d'individus et chaque individu, c'est un chromosome. Maintenant, on a plus de détails. Je sais que chaque chromosome, il est décrit par des gènes, n'est-ce pas? Donc, j'ai plusieurs gènes. Par exemple, ici, voici les différents gènes. Donc, voici chaque individu ou bien chaque solution, par quoi elle est décrite. Donc là, on a la longueur des jambes, la largeur du cou, la couleur de la peau, la largeur, je ne sais pas par rapport à quoi, etc. Ok, donc chaque solution, ou bien chaque individu, il est décrit par un ensemble unique de caractéristiques. Ça veut dire que cet ensemble-là, il est unique. Ça veut dire que je ne vais pas le retrouver dans un autre individu. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Si on applique ça sur notre problème qui est le taquin, un individu, il est décrit par quoi? Il est décrit par, on va dire, la solution, c'est un ensemble de mouvements. Cet ensemble de mouvements, bien sûr, c'est une séquence de mouvements. C'est-à-dire, il y a une relation entre le premier mouvement et le deuxième, comme on le verra plus tard. Bien sûr, cette séquence de mouvements, je ne dois pas la retrouver dans un autre individu. C'est pour ça qu'on dit un ensemble unique. Sinon, c'est comme si j'avais répété la même solution. OK? C'est ce qu'on faisait dans les algorithmes recherche aveugle, où un état, je vais vérifier s'il n'est pas dans l'ensemble fermé. C'est-à-dire, est-ce que je ne l'ai pas déjà exploré? OK. Donc ça, c'est pour la phase initialisation. Donc, chaque individu, il a un ensemble unique de caractéristiques. Pour la phase évaluation, donc ça, on en a parlé, c'est une fonction fitness qui est utilisée pour évaluer à quel point une solution donnée est proche ou éloignée des objectifs du concepteur. Donc ça, on parle en termes généraux. Ce n'est qu'une fois qu'une fonction de fitness a été définie que la phase de sélection peut commencer. Donc, c'est très important de définir la fonction fitness. Donc là, vous allez évaluer les individus par rapport à certains critères. D'accord? Ces critères-là vont vous déterminer, ou bien vous dire à quel point vous allez vous rapprocher des objectifs ou bien de l'état final. Par exemple, ici, dans cet exemple, ils ont pris comme critère l'intelligence. D'accord? Et là, on a des individus qui ont des intelligences différentes. Pour vous, ça va être à quel point vous vous rapprochez de l'état final. La phase de sélection, donc à chaque itération, donc il faut comprendre que la phase d'initialisation, elle se passe une seule fois. D'accord? Vous allez la faire une seule fois. Toutes les phases qu'on va voir après, donc évaluation, sélection, crossover et mutation, vous allez les faire à chaque itération. Okay? Donc à chaque itération, vous avez un sous-ensemble de la population qui est sélectionné pour se reproduire, afin que leurs caractéristiques puissent être transmises à la génération suivante. Les individus avec une fitness plus élevée sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour se reproduire. Pourquoi? De sorte que les bonnes caractéristiques sont préservées dans la population et transmises aux générations futures. Donc là, vous voyez, on a toujours cette notion de fitness,
bonne fitness, bonnes caractéristiques, transmettre les bonnes caractéristiques, etc. Donc là, si on traduit ça dans un problème donné, ça va être que la solution, une bonne solution, je prends les plus bonnes solutions, ou bien celles qui se rapprochent le plus de la solution optimale, et je transmets les caractéristiques ou bien les gènes de ces solutions aux générations futures. Maintenant, le processus de sélection pour ceux qui veulent s'approfondir dans leur implémentation, eh ben, il y a plusieurs stratégies de sélection. D'accord? Bon, la plus simple, c'est de se dire, je prends les meilleurs individus. Donc, vous allez si vous voulez là, quand on parle en termes de meilleurs, donc attention, les individus vont devoir être classés. Okay? Donc, quand vous allez implémenter l'algorithme génétique, vous allez avoir des individus, donc des solutions, et ensuite, il faudra choisir comment est-ce que je vais connaître quel est l'individu qui a la fitness la plus élevée. Donc, si l'ensemble des individus n'est pas classé, je vais devoir parcourir tous les individus. Bon, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est des détails que vous allez rencontrer. Donc, c'est des problèmes ou des questions. C'est plutôt des questions auxquelles vous allez répondre ou auxquelles vous allez chercher des réponses en implémentant votre algorithme. Donc là, pour pouvoir connaître quel est l'individu qui a la fitness la plus élevée, il faut que je le cherche. Donc, soit je classe dès le départ l'ensemble des individus, soit vous allez le chercher dans un ensemble qui est non classé. Donc, voilà. Donc là, ici, par exemple, on va sélectionner ces deux individus. Donc, survival threshold, c'est-à-dire le seuil de survie. Donc, on prend ceux qui ont la meilleure fitness, et c'est ceux-là qu'on va utiliser pour avoir de nouveaux individus. Le processus de crossover, donc après que vous ayez sélectionné des individus qui sont, on va dire, qui sont les meilleurs dans la population, vient la phase de crossover ou bien la phase de croisement. Okay? Le croisement, c'est l'étape de reproduction où deux solutions parentes sont sélectionnées, telles qu'une certaine proportion des caractéristiques de chaque parent sont sélectionnées et échangées, bien croisées, avec celle de l'autre, générant ainsi une paire de solutions descendantes ou bien enfants. Le but, bien sûr, est que les solutions descendantes aient une meilleure fitness que les parents. Donc, c'est ça ce qu'on recherche. D'accord? Il se peut qu'on ne l'ait pas. Hein, d'accord? Il se peut que je n'ai pas des descendants qui ont forcément la même une meilleure fitness. Pourquoi? Parce que dans la phase de croisement, en général, on se dit je vais prendre 50% des caractéristiques du parent 1 et 50% des caractéristiques du parent 2. Donc là, vous voyez que si on change le pourcentage, ben les solutions descendantes, elles ne vont pas être les mêmes et donc la fitness ne va pas être la même. Donc là aussi, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez appliquer cette phase ou bien implémenter cette phase de crossover ou bien de croisement. Bien sûr, vous pouvez toujours chercher dans la littérature et voir ce qui a déjà été fait en termes d'articles scientifiques et vous allez trouver des surveys, c'est-à-dire c'est des papiers où ils ont comparé plusieurs approches, on peut les retrouver facilement. Puis il va vous dire, voilà, dans les algorithmes génétiques, dans la phase de croisement, voilà ce qu'on peut faire. Voici les options qui s'offrent à nous. C'est la même chose que dans la phase de sélection. Ils vont vous dire, dans la phase de sélection des algorithmes génétiques, voici les différentes stratégies que vous pouvez implémenter. Et vous allez choisir une des stratégies, bien sûr. Il faut expliquer tout ça dans le rapport que vous allez remettre. OK. Maintenant, en ce qui concerne la phase de mutation, donc dans la mutation, on a certains individus descendants
c'est-à-dire ceux qu'on a produits, qui sont sujets à des mutations aléatoires à chaque croisement. Ce qui signifie que certains de leurs traits ou bien caractéristiques vont changer ou bien muter de manière aléatoire et ne sont pas hérités de leurs parents. Donc là, c'est ce qui vise à... c'est la manière dont les algorithmes génétiques traitent le problème de ce qu'on appelle optimum local. C'est-à-dire que vous allez être coincé dans une région, dans l'espace des solutions, où il n'y a que des solutions à 80% ou bien à 70% ou bien à 60%. Donc, vous n'arrivez pas à améliorer ça. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions meilleures. Donc là, il y a cette phase-là qui tente de pallier ce problème, qui consiste à changer une caractéristique de vos individus. Donc, vous allez prendre des individus, bon, pas tous bien sûr, et vous allez leur appliquer ce processus de mutation. Donc, vous avez votre solution. Elle est composée de plusieurs caractéristiques. Donc, pour nous, ça va être plusieurs mouvements. Hein, vous allez essayer de prendre un mouvement et de le muter. De le muter, ça veut dire que vous allez le changer d'une certaine manière, bien sûr. Quand vous changez la solution, il faut qu'elle soit toujours admissible. Okay? Si elle n'est pas admissible, là, ça veut dire que j'ai perdu ma solution. Okay? Bien sûr, ensuite, même dans la phase de mutation, vous avez plusieurs stratégies. Okay? Dans la plupart des cas, la mutation, elle se passe avec une certaine probabilité. Donc, vous l'avez sûrement vu en cours. Dans les algorithmes génétiques, pour la mutation, on a une certaine, même pour le croisement, nous avons une certaine probabilité qui va nous permettre justement de savoir quand est-ce que je vais appliquer la mutation et bien sûr sur quel gène. Vous allez me dire comment est-ce que je vais choisir quel gène ou bien quel mouvement, dans notre cas, sur lequel je vais appliquer la mutation. Donc tout ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Maintenant, on arrive aux critères d'arrêt. Donc, bien sûr, vous avez plusieurs critères d'arrêt. Le premier critère, c'est solution optimale a été trouvée, ça c'est clair. Donc, quand vous trouvez une solution qui satisfait votre problème à 100%, ben c'est bon, vous êtes arrivé à la trouver. Maintenant, les autres critères, donc si vous voulez, le premier critère, il est implicite. Donc, en général, on ne le mentionne pas. Les autres critères, c'est premièrement, le nombre de générations que l'on souhaite exécuter peut être fixé a priori. Donc, vous pouvez fixer dès le départ quel est le nombre de générations. Si vous voulez le nombre de générations, ça va représenter pour vous le nombre d'itérations. C'est ça. C'est-à-dire à chaque fois, chaque itération, vous allez produire de nouveaux individus. Donc, vous allez avoir une nouvelle génération. Alors, c'est ce qu'on est tenté de faire lorsque l'on doit trouver une solution dans un temps limité. Donc, par exemple, vous êtes très contraint dans le problème que vous avez à résoudre. Vous avez une contrainte de temps très serrée. Donc, on vous dit, on a besoin de trouver la solution. Pardon. On a besoin de trouver une solution à ce problème et je la veux très rapidement. Donc là, vous allez fixer le nombre de générations. Okay? Parce que c'est lui qui va déterminer quand est-ce que vous allez vous arrêter. Ça peut être aussi une contrainte de temps, mais aussi vous allez voir que quand vous allez tester ou bien passer dans la phase expérimentation de votre algorithme, quand vous allez changer le nombre de générations, vous allez voir qu'à un certain moment, c'est-à-dire, j'augmente le nombre de générations. Je me dis peut-être que si j'augmente le nombre de générations, je vais avoir de meilleures solutions, n'est-ce pas? On se dit que... Parce que pourquoi? Si vous augmentez le nombre de générations, vous allez explorer plus de solutions. Donc, vous allez explorer un peu plus l'espace des solutions.
Je me dis que si j'augmente le nombre de générations, peut-être que je vais avoir de meilleures solutions, ou bien de meilleures solutions approchées, bien sûr. Mais parfois, à un certain niveau, donc vous augmentez le nombre de générations, vous allez arriver à un certain niveau où ça va plus s'améliorer. Donc, ça ne sert à rien d'augmenter le nombre de générations. Deuxième critère, l'algorithme peut aussi être arrêté lorsque la population n'évolue plus ou plus suffisamment rapidement. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, le nombre de générations, ça peut être un critère, mais aussi quand je constate que ma population, elle n'évolue plus ou plus suffisamment rapidement. Donc, moi, j'évalue ma population. Je vois, bien sûr, vous allez toujours garder en mémoire, si vous voulez, la meilleure solution que vous avez trouvée, donc celle qui a le pourcentage le plus élevé de satisfaction, bien ce qu'on appelle d'efficacité. Mais par exemple, à un certain moment, vous allez commencer par exemple avec des solutions qui sont à 40%, ensuite vous allez arriver à 45, 50, 55, 60, etc. Après un certain nombre d'itérations, bien d'exécutions, vous allez voir que vous stagnez à 75%. Donc là, on peut se dire, c'est bon, j'arrête l'algorithme. Ça n'évolue pas suffisamment. Bien sûr, même après avoir appliqué les processus de mutation, de sélection, etc., vous allez voir que ce n'est plus suffisant. Donc, j'arrête. On choisit d'arrêter l'algorithme. Alors, maintenant, si je veux m'intéresser à la résolution du taquin à l'aide des algorithmes génétiques, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça le problème. Dans les méta-heuristiques, c'est-à-dire les méthodes, ou bien l'algorithme lui-même, il n'est pas difficile. C'est-à-dire, on le comprend rapidement. Mais ce qui est le plus difficile, en revanche, c'est d'adapter l'algorithme à votre problème. Donc, ça dépendra de votre problème. Donc, la solution, déjà, la première chose, la solution, elle va changer d'un problème à un autre. Alors, pourquoi, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi? Déjà, si dans les articles scientifiques, quand un auteur ou bien un chercheur, il choisit par exemple d'appliquer une méta-heuristique à un problème donné, il doit justifier, il doit dire pourquoi il a choisi, ou bien il a décidé d'appliquer une méta-heuristique, et bien sûr, pourquoi justement cette méta-heuristique. D'accord? Mais la première question à laquelle il doit répondre, c'est pourquoi. La première question à laquelle il doit répondre, c'est pourquoi il a choisi une méta-heuristique. Donc, le taquin, on a vu la dernière fois, c'est un problème un peu difficile, surtout quand la taille, le n, il augmente, d'accord? Donc, 3 x 3, 4 x 4, etc. Donc, on peut avoir de très grands taquins. Il est un peu difficile. Donc, s'il est résolu à l'aide des méthodes exactes, il faut beaucoup de temps, car l'espace de recherche, il est exponentiel. Alors, contrairement aux algorithmes exacts où il faut générer et évaluer tous les états possibles jusqu'à arriver au but, donc c'est ce que font les algorithmes largeur et profondeur, dans les algorithmes génétiques, un chromosome d'une population peut servir de chemin de l'état initial à l'état final. Ok, donc un chromosome, on est d'accord maintenant que c'est un chemin, c'est une suite, une séquence de mouvements. Il élimine ainsi la nécessité d'évaluer tous les chemins de l'arbre qui peuvent être générés. Okay? Cela donne la solution optimale en moins de temps et avec moins de mouvements. Okay? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est le codage de la solution. Alors, comment est-ce qu'on va représenter une solution du taquin? Alors, la solution pour nous, c'est une séquence de mouvements. Donc, c'est un chemin de l'état initial. Bon, là, j'ai inversé. Bien, de l'état final à l'état initial.
En d'autres termes, un individu ou bien un chromosome, c'est une suite de mouvements partant de l'état initial vers l'état final. Donc, un gène va donc consister en un mouvement, une suite de mouvements. Enfin, un gène, c'est un mouvement. Le chromosome, il est composé de plusieurs gènes. OK, on est d'accord. Donc, un gène va être un mouvement soit gauche, droite, haut ou bas. OK, donc ça, on est dans le taquin. Maintenant, elle est où la difficulté? La difficulté réside dans le fait qu'on ne connaît pas la taille de la solution. N'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, combien, a priori, je ne sais pas combien de mouvements il me faut pour passer de l'état initial vers l'état final. Cette information-là, elle m'est inconnue, il m'est impossible de la voir. OK? Donc, bien sûr, le nombre de mouvements, il doit être fini. Ce n'est pas un nombre infini. Donc, la solution, elle est toujours, bien l'individu, il a toujours un nombre fini de caractéristiques. Donc, la difficulté que vous allez reconnaître, c'est celle-ci. Donc, vous devez définir des solutions, n'est-ce pas? Des solutions. Et ces solutions, c'est des mouvements qui partent de l'état initial, d'accord? Voilà. Bon, on va le voir tout à l'heure. Qui partent de l'état initial. Vous allez appliquer, par exemple, gauche, ensuite droite, ensuite haut, bas. C'est-à-dire que vous allez choisir cette séquence de mouvements. Ensuite, vous ne connaissez pas la taille. Donc, il se peut que vous choisissez, par exemple, une solution de taille, on va dire 5 ou 6. Il se peut que la solution nécessite, il se peut que la résolution nécessite plus de mouvements pour arriver de l'état initial vers l'état final. Donc, c'est à vous de traiter ce problème et de définir justement quelle est la taille de la solution. Donc, dans votre rapport, il faudra nous dire quelle est la taille de la solution que vous avez choisie et pourquoi. Okay. Pourquoi vous avez choisi cette taille-là. Et comment vous êtes arrivé à la décision de la choisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit aléatoire. Ensuite, l'évaluation d'une solution. Donc, une fonction fitness est utilisée pour évaluer chaque solution du taquin. Son rôle, bon, ça c'est un S, est de déterminer à quel point la solution se rapproche du but. Donc, le nombre de cases mal placées et la taille de la solution peuvent être utilisés pour écrire cette fonction. Bon, surtout, c'est le nombre de cases mal placées. Donc, comment est-ce que vous allez la voir? Voici, par exemple, mon état initial. OK? Donc, là, on va passer directement à la phase initialisation pour pouvoir expliquer le codage de la solution et l'évaluation de la solution. Donc là, c'est votre état initial du taquin. À partir de cet état initial, vous devez générer des solutions initiales, c'est-à-dire des individus. Comment est-ce que vous allez les générer? Ben, vous prenez l'état initial, par exemple. Là, le 0, il se trouve ici. Le 0, on va dire que une première solution, bien un premier individu, c'est celui-ci. D'abord, je déplace le 0 left, donc à gauche. Ensuite, up, en haut. Ensuite, right, donc à droite. Ensuite, encore à droite, etc. Donc, vous voyez que c'est une séquence de mouvements où, bien sûr, le premier mouvement, il a une influence directe sur le mouvement qui vient après. N'est-ce pas? Donc là, si je mets left suivi de right, c'est un peu inutile. Donc, je suis revenue vers l'état initial. N'est-ce pas? Donc là, il faudra bien choisir les mouvements dans la solution. Le mouvement I, il a une relation directe avec le mouvement I plus 1. Là, à partir de la solution initiale, on a choisi left, donc je déplace le 0 left. Mais ici, on ne peut pas avoir une solution initiale. D'accord? Là, je parle de la population initiale. Donc, on ne peut pas avoir une population initiale dans laquelle j'ai un individu dont le premier mouvement, c'est
down. Pourquoi? Parce que regardez où se trouve le 0, je ne peux pas, le mouvement down, il est interdit, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas avoir un chromosome dont le premier gène, c'est down. D'accord? Donc, la génération de la population initiale, elle dépend justement de l'état initial du jeu. Donc, vous avez l'état initial du jeu, c'est à partir de cet état que vous voulez, c'est-à-dire c'est pour cet état-là que vous devez trouver des solutions. Ok? Donc, vous ne pouvez pas générer des mouvements comme ça aléatoirement. Je mets par exemple aléatoire entre left, down, right et up. Non, il faut que ça soit admissible. C'est ce qu'on veut dire par une solution admissible. Là, si je trouve un individu dont la solution, donc dont le chromosome il commence par down, c'est pas admissible. C'est pas une solution admissible. Pourquoi? Parce que le mouvement down ici, dans l'état, à partir de l'état initial, il n'est pas autorisé, il n'est pas possible. Ok, donc c'est une solution inadmissible. La même chose là, le premier mouvement par exemple pour le chromosome 1, on a choisi left. Ok, donc je déplace le 0 left. Le mouvement suivant, c'est-à-dire le suivant, là on a choisi up. Si on avait choisi encore left, ce ne serait pas possible, n'est-ce pas? C'est une solution inadmissible. D'accord? Parce que je fais left, le 0 va être ici à la place du 3. Donc, il ne peut pas être déplacé ni à gauche, ni en bas. Donc, ni left, ni down. Et si je mets ici, je mets left ou bien down, c'est une solution qui est inadmissible. OK? C'est clair? Ok, très bien. Donc, voici comment vous allez générer la solution, la population initiale. Bien sûr, la taille. Donc, je vous ai dit que la difficulté, elle réside dans la détermination de la taille de la solution. Donc, la taille, on ne peut pas le savoir a priori. Donc, vous pouvez, par exemple, essayer. Bon, une stratégie serait de commencer par une certaine taille et on pourrait l'augmenter par la suite. Hein. C'est à vous de voir comment résoudre ce problème-là. Donc, vous pouvez, par exemple, commencer ici, commencer par 6. Ensuite, par exemple, à la prochaine génération, ou bien la prochaine itération, ou bien après un certain nombre d'itérations, je vois que ce n'est pas suffisant, donc je rajoute. Okay? Après, c'est cette taille-là, la taille finale que vous allez trouver, c'est avec cette taille-là que vous allez faire vos expérimentations, bien sûr. Okay? C'est-à-dire, vous allez, si vous voulez, la taille de la solution, ça va être comme un paramètre empirique. C'est-à-dire, c'est un paramètre que vous allez avoir à fixer vous-même. Okay? Alors, voisinage d'une solution ou bien le processus de mutation. Donc, ici aussi, il faut faire très attention. Donc, le voisinage d'une solution, on connaît, c'est quoi? C'est une légère modification sur la solution, à condition qu'elle reste admissible. D'accord? Donc, maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'admissible. Exemple, changement d'un bit, permutation, décalage à droite, etc. Donc, ça, c'est des exemples de, si vous voulez, de mutation. Okay? Maintenant, pour nous, dans le taquin, on va prendre, par exemple, bon, là, j'ai pris l'arbre, justement, juste pour illustrer où est le problème, où ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, on va prendre cette solution-là. Bon, elle est de taille 3, ok? Donc, j'ai up, left et down. Donc là, j'ai, si vous voulez, trois mouvements. Ok, c'est ce qui est en jaune. Up, left, down. Donc, voici la solution. Si je veux prendre cette solution et je veux la muter, donc la muter, je vais dire oui, je vais prendre un mouvement et je vais le changer. Ok, je vais essayer de changer le mouvement. Donc, par exemple, ici, je prends le mouvement, qu'est-ce qu'on a pris? Donc, on a pris le mouvement left, donc celui-là, et on a décidé de le changer.
comment est-ce qu'on l'a changé? On l'a mis right. OK? Donc, le mouvement left est devenu right. Donc là, je ne peux pas mettre autre chose que right. Pourquoi? Parce que regardez comment démarre là l'état initial. Le vide, il est comment dirais-je? Le vide, il est au milieu. Je mets up, j'ai cet état-là. Je mets left, j'ai cet état-là. Je mets down, j'ai cet état-là. OK. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mouvements. OK. Je m'intéresse aux mouvements. C'est ça la solution. Donc, j'ai une solution dans les mouvements, c'est up, left, down. Je veux la muter. Donc, je vais prendre un des mouvements. On a pris le deuxième, donc qui est left. Comment est-ce que je vais le muter? Est-ce que je l'inverse, donc je mets right, ou bien est-ce que je mets up ou bien je mets down? Donc, tout ça, ça va dépendre de la relation qu'il y a entre le mouvement précédent et le mouvement suivant, n'est-ce pas? Donc là, on voit clairement que quand je mets up, il ne peut pas être suivi par un autre up. OK? Là, on a commencé par un up, c'est-à-dire en haut. Par la suite, on a trouvé cet état-là, donc je ne peux pas mettre un autre up. Donc, j'ai soit left, soit right. Donc, le mouvement left ici, il va être remplacé par right. Il ne peut pas être remplacé par down. Pourquoi? Si je le remplace par down, donc au lieu de faire left, donc là, je le remplace par down, je vais revenir vers l'état initial. Ce qui est logique, c'est-à-dire que là, il faut éviter d'avoir des mouvements, des mouvements exclusifs entre eux. Donc là, un up ne doit pas être suivi d'un down. Sinon, je vais revenir vers l'état précédent. OK? Un left ne doit pas être suivi directement par un right. Sinon, vous êtes en train de revenir en arrière. C'est-à-dire que là, si je remplace le left par un up ici, par un down plutôt, je vais revenir vers l'état initial. OK? Donc là, vous voyez quelle est la difficulté dans l'application du processus de mutation dans le cas du TATCA. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de choses auxquelles vous devez faire très attention. Pourquoi on doit faire attention à tout ça? Pour que les résultats que vous allez obtenir soient bons. Okay? C'est-à-dire quand vous allez présenter vos expérimentations, vous allez avoir d'assez bons résultats. OK? Bien sûr, non seulement bons résultats, mais aussi en un temps n'est pas très grand. Donc ça, c'est le processus de mutation. Voici les choses auxquelles vous devez faire attention. OK, donc dans la mutation d'une solution du TACAN, donc elle va consister à remplacer par un mouvement, par un autre, à condition que la solution soit admissible. Donc on est toujours dans le cas, faites très attention à ça, que vos solutions restent toujours admissibles à n'importe quel moment de l'exécution de l'algorithme ou bien de la méta-heuristique. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est le crossover. Donc, c'est le dernier point qu'on va traiter. Donc, comment appliquer le processus de crossover sur une solution du TACAN? Donc là, vous avez deux parents. Bon, là, moi, j'ai donné un seul enfant, mais en général, on a deux enfants. D'accord? Quand on a deux parents, on cherche à avoir deux enfants. Mais là, moi, j'ai pris l'exemple d'un seul pour pouvoir expliquer justement ce processus-là. Donc, le crossover, vous avez là deux parents, ok? Une séquence de mouvements. Et là, vous allez avoir un enfant. Donc, si on va raisonner comme étant 50-50, donc 50%, 50%, je me dis que cet enfant va prendre les 3 premiers gènes, il va les prendre du premier parent, et les 3 derniers gènes, il va les prendre du deuxième parent. Ok, on peut faire ça. Mais sachez que le processus de croisement, c'est un processus très délicat.
Donc, je prends ça, les 3 premiers et les 3 derniers du deuxième. D'accord? Ensuite, là, on aura toujours le problème de est-ce que la solution, elle est admissible? Comment? Alors là, je sais que puisque ça, c'est un parent, donc sa solution, elle est admissible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enchaînement de ces mouvements-là, il est correct. Donc left, up, right. L'enchaînement, bien sûr, à partir de l'état initial, n'oubliez pas. Donc là, quand on écrit left ici, ça veut dire à partir de l'état initial, je mets left. OK? Ensuite, je mets up. Ensuite, je mets right. D'accord? Maintenant, regardez, là, j'ai right. Ensuite, juste après, suivi de quoi? Elle est suivie de left. N'est-ce pas? Donc, cette séquence de mouvement, elle est admissible. Cette séquence de mouvement toute seule, elle est admissible. Mais est-ce que la composition, elle est admissible? C'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, quand vous allez construire de nouvelles solutions, c'est-à-dire de nouveaux individus, à partir d'individus parents, ok, il faut faire attention à ce que la solution soit admissible. Donc, et la séquence de mouvement, bien sûr, il faut qu'elle soit possible. Si elle n'est pas possible, eh ben, votre solution, c'est-à-dire que vous allez bloquer. Quand vous allez évaluer votre solution, ben, dans la phase d'évaluation, vous allez déjà avoir un problème, c'est-à-dire dans la condition de déplacement entre un état vers un autre. OK? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Vous avez tout compris? Pas de questions, madame. Pas de questions. Ok, très bien. Donc, en principe, c'est on va dire, les choses à retenir quand vous allez implémenter. Il faut commencer, je vous conseille de commencer très tôt, puisqu'il y a le ramadan qui arrive, ensuite, peut-être vous aurez des interros ou autres. Donc, comme ça, vous aurez le temps de tout finir, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous avez eu un délai supplémentaire pour la partie 1? Oui. Oui, jusqu'à quand? Normalement, le 9. Le 9. Oui. Ok, très bien. Donc, en principe, donc, on va pouvoir faire la démonstration à la reprise, c'est ça? Oui. Ok, Inch'Allah. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Donc, voilà. Voilà, donc je vous dis bonnes vacances et Sahamdan. Merci, à vous demain. Merci.